Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, aujourd'hui je vais vous parler du Z9. Pourquoi le Z9 n'est pas fait pour tout le monde. Mais juste après l'intro. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder pourquoi les professionnels vont adorer le Z9 et pourquoi le Z9 n'est pas fait pour le grand public. Alors les professionnels apprécieront un viseur sans blackout, c'est-à-dire que vous faites des photos 3, 4, 5 d'affilée, le viseur reste toujours clair, il n'y a pas de noir. Ils apprécieront que ce soit un boîtier de tous les superlatifs, un outil bien trop cher pour le grand public, qui n'aura pas besoin de cette arme de guerre pour faire des photos lambda. Les pros, quant à eux, apprécieront de faire de la 8K en UHD, en 30, 25 et 24 images par seconde, pour filmer. Le double slot CF Express ou XQD excite la carte de ce format. On ne va plus l'utiliser sur ce modèle. L'obturateur électronique excite l'obturateur mécanique, ce qui nous fait monter la bestiole au 32 millième de seconde. Avec la stabilisation 5 axes, alors ça par contre c'est super et tout le monde appréciera la chose. La possibilité de monter jusqu'à 20 images par seconde avec le suivi autofocus et en automatique, soit 6 images de plus que le D6 qui était une sacrée bête. La possibilité de pouvoir faire des rafales de 1000 images en RAW en haute efficacité contre 200 pour le D6 par exemple, qui est un boîtier pro. Ce boîtier inaugure également le mode rafale à 120 images par seconde avec une taille réduite bien évidemment de 11 mégapixels, soit 4128 pixels par 2752. Une conception sans faille, voir la fiche technique que je mettrai sous la vidéo. Quant au grand public, il pourrait ne pas apprécier le fait de sortir 6 000 € pour faire des photos tranquillou le week-end. Cela fait un peu cher le boîtier pour faire des photos lambda, on est bien d'accord. De devoir acheter des cartes qui sont relativement chères, par exemple 128 ou 256 Go pour pouvoir faire le taf. Prendre des vidéos en 8K et faire des photos à la cadence de 20 images par seconde, quand le commun des mortels fait des photos à la cadence de 5 images par seconde, ce qui lui va parfaitement. Mais partons du principe que ceux qui regardent mes vidéos et qui me suivent ne sont pas monsieur tout le monde. Alors, ai-je besoin d'un buffer de 1000 images alors que je cantonne mes prises de vue à 41 pour justement ne pas engorger ma carte et ne pas avoir 3000 photos à devoir trier après le shooting. Donc déjà 41 photos, quand on fait une rafale, c'est déjà balèze. Donc vous imaginez 1000 images. La cadence de 120 images par seconde, autant faire une vidéo. Ai-je besoin du 32 millième de seconde alors que j'utilise de façon rarissime le 4 millième, voire le 8 millième? Je préfère, et tout cela en ayant besoin des hautes sensibilités, parce que si on se met au 8 millième de seconde, avec un tant soit peu de profondeur de champ, ce que j'aime bien, il va falloir monter dans les ISO. Alors que personnellement, je privilégie la sensibilité maximum de qualité, à savoir on prend la sensibilité maximum que peut avoir l'appareil photo et on la divise par 4. Donc en général je suis à 1600, 3200 ISO, voire 6004, mais ça c'est pour les moments désespérés où la lumière est, comme en ce moment par exemple en hiver, est rare et de mauvaise qualité. Donc flirter avec les 51200 ISO, c'est pas mon truc. Alors certains d'entre vous pourraient dire mais oui mais bon moi j'aime bien faire des photos quasiment de nuit et avoir quand même de la profondeur de champ. Effectivement, avoir une couverture de 90% avec 493 collimateurs, ça c'est cool, c'est sûr. Mais franchement, ai-je l'argent pour me payer ce pur sang et surtout en amortir l'achat? Qu'un pro qui gagne sa vie avec oui et qui ne va
ne payer que 5 000 € et pourra l'amortir dans sa compta à raison de 5 années d'amortissement, par exemple, et donc retirer 1 000 € par an de ses bénéfices. Alors ça, c'est un artifice comptable. On prend les avoirs, les débits, on enlève tout ce qui est provision pour pouvoir acheter autre chose. Donc l'amortissement, les provisions viennent en moins par rapport à la comptabilité, ce qui fait qu'en fait, les bénéfices diminuent. Et donc, le photographe professionnel payera moins d'impôts, alors que le monsieur tout le monde paiera plein pot et ne pourra pas enlever de ses impôts la facture de sa voiture, son essence, sa nourriture, et on paiera, nous, nos impôts plein but par rapport à l'argent que l'on peut gagner. Donc, à votre avis, pourquoi les youtubeurs sont des auto-entrepreneurs la plupart du temps? Eh bien, c'est justement pour pouvoir récupérer la TVA et éventuellement faire des provisions et des amortissements sur ce type de matériel, ce qui fait que mécaniquement leurs bénéfices vont diminuer, alors que le commun des mortels dans la même situation ne pourra rien faire de plus que de payer ses impôts et de payer son matériel, point barre. Mais le retraité que je suis, il lui faudrait 10 ans pour l'amortir. Et quand je dis amortir, c'est mettre de l'argent de côté pour pouvoir en s'en repayer un autre à l'identique. Je ne gagne pas ma vie avec, sans parler que je devrais prendre une assurance parce que je vais serrer les niches quand je sortirai avec, de peur de le faire tomber, de l'abîmer ou de me le faire taxer, parce que ça peut attirer des convoitises, ce genre de bestiole. Alors, faire de la 8K, ouais. Faire de la 8K pour YouTube, la plupart du temps, elles ne font même pas 4K. La plupart du temps, elles sont en 1080p. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je tournais en 1080p, tranquillou. Je suis passé à la 4K. Pour quel bénéfice? Je sais pas s'il y a un bénéfice quelconque, parce que personne ne m'a fait la remarque pour me dire « Waouh, tes vidéos sont vachement plus piquées !» Non, donc est-ce que dans quelques années, je tournerai en 8K? Ça, personne ne peut le dire, mais pour l'instant, YouTube, compte tenu de ces taux de compression de nos vidéos, n'incite pas vraiment à faire de la 8K. Je ne parle même pas des cartes CF Express ou XQD qui coûtent la peau des miches pour enregistrer des RAW qui sont quand même relativement costauds, parce que 47 mégapixels, faut les caser. Et je ne parle même pas de la place sur les serveurs pour stocker toutes nos photos, bien évidemment. En fait, l'achat de ce matériel serait contre-productif quant au plaisir que l'on pourrait en tirer. Et si on se sert de ce Z9 comme on pourrait se servir d'un Z6, c'est-à-dire en diminuant la résolution, autant prendre un Z6 et un Z7 II pour l'évolution que cela peut procurer par firmware et sans toutes les contraintes qui vont avec ce Z9. Alors c'est une belle machine, performante pour faire des photos et des vidéos. Peut-être la plus performante que Nikon ait jamais construite jusqu'à présent. Les specs et la connectique de ouf sont une belle prouesse qu'ont réalisé les ingénieurs de chez Nikon, mais à quel prix? Ce prix le réserve quasiment qu'aux pros ou aux fanboys de la marque, mais aux fanboys qui ont un peu de monnaie pour se l'offrir. J'ai l'air, sans jeu de mots bien évidemment, j'ai l'air d'être négatif, mais pour reprendre une comparaison que je fais relativement souvent, on ne s'achète pas une Testarossa pour faire de la ville ou pour rouler à 90 km/h sur les routes de campagne, sans compter l'assurance, le garage à avoir pour la mettre à l'abri des regards malsains, d'envie. Donc plus de contraintes que de plaisir à utiliser la bête. Mais comme d'habitude, c'est vous qui voyez, vous êtes seul maître à bord, bien évidemment. En tout état de cause, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.